Très bien, alors on y va. Alors on va juste, avant de traiter juste d'un point sur Hanouka, on va d'abord réfléchir un petit peu à. En fait, chaque année à Hanouka, on tombe dans ces parachiotes qui parlent de Yaakov et de ses deux femmes, Rachel et Léa. Chaque année, en fin de compte, Rav Dessler, il écrit que si le monde, il a été comme ça construit avec un cycle, avec des fêtes qui reviennent chaque année, c'est pour qu'on ait la possibilité de faire ce qu'on appelle un cheshbon hanefesh, c'est-à-dire de faire une introspection, une réflexion, d'avoir une réflexion et de se demander si par hasard la fête d'aujourd'hui, est-ce que je la fête avec autant d'intensité que celle de l'année dernière, ou est-ce que Gad, oui, je m'excuse, je suis toute seule là, je suis très gênée de prendre ton temps comme ça. ne vous inquiétez pas, c'est vraiment pas grave, ça me dérange absolument pas. Mon temps, de 10h à 11h, mon temps ne m'appartient pas, il appartient à la communauté. Donc après, je récupère mon temps. À ce moment-là, mon temps ne m'appartient pas. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas être gêné. Il y avait un rave un jour, il était en plein milieu de son cours. Alors là malheureusement, on sait combien de personnes il y a. Donc du coup, des fois, ça peut porter préjudice. Mais il y avait un rave, systématiquement, il fermait les yeux quand il faisait cours. Et il donnait cours avec autant d'intensité, qu'on soit 10, qu'on soit 20 ou qu'il soit seul. Et il disait, un cours, c'est un cours. Et il avait donné autant de. Et Bémet, on raconte que ce rave, le Rav Yaakov Galinsky, Pour moi, c'est un cadeau parce que pour moi, le limoud est important. Donc, voilà. Avec plaisir. Le Rav Yaakov Galinsky, une fois, il avait voyagé dans le nord d'Israël pour amasser de l'argent pour ouvrir un mikvé dans un endroit qui n'en avait pas. Il avait voyagé avec un vieux monsieur, un vieux Rav, qui s'appelait le Rav Raphaël Baruch Toledano. Et ils étaient arrivés dans une choule et ils s'étaient retrouvés, il y avait un seul couple. Et le Rav Yaakov Galinsky, il avait parlé avec force et tout, alors qu'il n'y avait qu'un seul couple. Et le Rav Raphaël Baruch Toledano, après, ils avaient parlé, etc. Et ce couple, ils avaient été marqués par ces deux vieux rabbinim qui avaient fait un si long voyage et qui, en fin de compte, étaient venus et qui ne s'étaient pas découragés sous prétexte qu'ils avaient vu qu'il n'y avait pas assez de monde. Et ce couple-là a décidé de prendre à cœur et ils avaient eux-mêmes ramassé tout l'argent que ces rabbinim comptaient rentrer avec, je ne sais pas, je vais donner un chiffre au pif, ils comptaient rentrer avec 10 000 shekels, ils étaient arrivés. Ce couple s'était engagé à trouver 100 000 shekels, le 10 fois plus que ce qu'ils escomptaient. Ils avaient dit pourquoi? Parce qu'on voit que lorsque une personne ne fait pas de distinction dans sa manière d'enseigner, et qu'un cours, c'est un cours, quel que soit le nombre de personnes qui sont à l'écoute, et ben, du coup, ça prouve bien que, j'essaye d'être à la hauteur de ce que je dis, mais ça prouve bien en fin de compte que l'enseignement, c'était pour l'enseignement et que l'enseignement, c'était pas juste pour se faire une place sociale. Donc moi, j'enseigne la Torah pour enseigner la Torah. Une seule personne, ça me suffit, mais largement, Baruch Hashem. Donc ne soyez absolument pas gênés, Madame Sadia. Ne soyez absolument pas gênés. Très bien. Alors, je reprends. Le Rav Dessler, il explique donc que si par hasard, on a une vie, une année qui est en cycle, et donc chaque année, on retombe avec la même mitzvah de Hanouka, et chaque année, on retombe avec les mêmes mitzvahs de Purim et de Pessah. La moindre des choses, c'est qu'on fasse une introspection pour essayer de réfléchir
si on approche de la fête avec la même intensité que l'année d'avant. Et le pire qui peut nous arriver, nous dit Rav Dessler, c'est qu'on arrive avec la même intensité. Et il s'explique en disant à quoi t'as servi les 365 derniers jours si en fin de compte, tu n'as pas réussi à faire en sorte que chaque jour t'a apporté quelque chose qui te donne maintenant la fête de Hanouka ou la fête de Pessah ou la fête de Purim avec beaucoup plus d'intensité que l'année d'avant. Si en fin de compte, tu es resté au même niveau, à quoi t'ont servi les 365 jours? C'est impossible d'imaginer qu'un juif est au même niveau. Et donc, on imagine que chaque jour et chaque histoire et chaque situation, elle est censée nous apporter un ressenti, nous apporter un enseignement. Et donc, les parachiotes, on a l'habitude de lire. À l'approche de Hanouka, sont censés nous apporter un enseignement sur la fête de Hanouka. Et c'est deux petits enseignements que je voulais, avant de développer un point sur Hanouka, c'est deux petits enseignements sur les parachiotes qu'on a lus qui m'intéressaient. La première situation, c'est dans la paracha de la semaine dernière. Dans la paracha de la semaine dernière, on nous raconte qu'il y a le fils de Léa, le premier, le Bechor, le premier-né, Réhouven. Réhouven, il apprend, il remarque que sa mère, alors c'est l'interprétation de Rashi. Selon l'interprétation de Rashi, il remarque que sa mère est stérile depuis un certain temps. Alors du coup, qu'est-ce qu'il fait Réhouven? Il décide d'aller lui chercher des plantes qui auraient la vertu de contrecarrer la stérilité. Et donc, il va chercher ces plantes. Il est très content de pouvoir les offrir à sa mère dans l'objectif de contrecarrer la stérilité. Léa, elle est très contente aussi d'avoir reçu ça. Et elle rencontre sa sœur, Rachel. Et Rachel, elle va lui dire, tiens, Léa, ma sœur, serais-tu d'accord de me donner un petit peu de ces plantes? Et là, Léa, elle va avoir une réaction qui nous paraît un peu folle. La réaction que Léa va avoir, c'est ça ne te suffit pas que tu m'as volé mon mari, tu veux en plus me voler les... Alors on traduit ça les mandragores, ces plats de mon fils. Ça ne suffit pas que tu m'as volé mon mari. Et là, cette phrase, elle nous interpelle. Qui a volé le mari de qui? On connaît tous l'histoire. On sait tous que Yaakov a travaillé pendant 7 ans pour essayer de se marier avec Rachel. C'est l'histoire du mariage. Lavan, il échange Léa par Rachel. Et au matin, quand il se réveille, Yaakov, il se rend compte que c'est Léa, Veine Léa. Il se réveille le matin, il se rend compte que c'est Léa. Et donc, a priori, Léa était consciente qu'il y avait un vol. Alors, selon certaines explications, Léa, elle n'était pas consciente qu'il y avait un vol. Bon, ça paraît bizarre, mais admettons. Léa, elle volait Yaakov à Rachel, sa sœur Rachel. Et quelques années plus tard, elle peut oser dire à Rachel, tu m'as volé mon mari, maintenant tu veux me voler en plus, tu veux me prendre les doudaïm, les mandragores de mon fils Réhouven. Et là, si on a la place de Rachel, on va hurler, on va dire, mais c'est pas moi qui l'ai volé, c'est toi qui l'as volé. Ou c'est moi qui te l'ai donné, peut-être, mais d'un autre côté, tu ne peux pas m'accuser de vol. Alors qu'en fin de compte, eh ben, j'ai été d'accord de te le donner, je te l'ai offert à mon mari, et toi maintenant tu me parles que Je ne t'entends plus là. vous m'entendez là? Je t'entends pas C'est du bon? tout.
Il y a un charabia comme Attendez, ça. vous m'entendez maintenant? Maintenant, oui. Ouais, ça va mieux. Ah, ok, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est été coupé. J'ai été coupé. Non, je t'entends plus de nouveau. Excusez-moi. Vous avez... De toute façon, depuis le début, c'est marqué que Vous m'entendez? c'est marqué la bande passante du réseau du consistoire est faible. Ouais, je suis désolé. L'Internet à la maison, il ne marche plus. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, je suis sur ma 4G. Ouais, je t'entends Ah, c'est très un peu mal. compliqué. Ouais, je suis désolé. Attends une seconde. J'essaie de mettre plus proche de la fenêtre. Peut-être que j'aurai plus de 4G. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Là, je t'entends mieux, oui, Ouais, on mais va c'est essayer. très faible. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Je ne sais pas ce qui se passe avec mon Internet. Internet à la maison ne marche pas. Donc, du coup, je suis en 4G. Et du coup, forcément, c'est compliqué. Je suis désolé. J'espère que vous m'entendez mieux. Je vais essayer de parler fort. Comme ça, au moins, il n'y aura Non, pas de ça problème. ne change rien que tu parles fort ou doucement. N'abîme pas ta voix pour moi. Ah non, vous inquiétez pas. Ma voix, elle a du, il y a du coffre encore. Mais donc, la question qui se pose, c'est qui a volé à qui? On nous dit que Yaakov, que Rachel, elle reproche à Léa, pardon, Léa, elle reproche à Rachel, tu m'as volé mon mari, maintenant tu veux me prendre les doudaïm, les mandragores de mon fils. A priori, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est Léa qui a volé Yaakov à Rachel. Là, il y a un rave qui s'appelle le Rav Forman. Le Rav Forman, il propose la chose suivante. Il vient, il dit la vérité, c'est que Rashi, il invente ou il prétend que ces doudaïm, ils avaient des vertus de pouvoir contrecarrer la stérilité. Mais d'un autre côté, on n'en a jamais entendu parler. Il n'y a aucune autre personne qui était stérile qui s'est servi de ces mandragores pour essayer d'avoir des enfants. Et pourtant, malheureusement, chez nous les Juifs, on connaît des personnes stériles. Il y a eu Mais en Sarah fait, avant elle qui était n'était pas stérile. stérile. Pardon? Elle n'était pas stérile puisqu'elle a déjà eu des C'est enfants. vrai. Alors là, elle Elle souffre a d'une forme de voilà, une période. stérilité. Voilà, d'une période où elle essayait, elle n'arrivait malheureusement pas. Mais en tout cas, Rachid dit qu'en fin de compte, il semblerait que ça permette en tout cas de multiplier les chances de reproduction. Mais on n'a pas vu que cette plante a été utilisée à un autre endroit dans la Torah. Pourtant, on connaît des femmes qui ont eu qui ont eu des problèmes de reproduction et pourtant, jamais elles ont été chercher ces doudaïm. Donc, ça paraît bizarre que l'espace d'un jour comme ça, Réhouven, un jeune enfant, trouve un remède qui sont les seuls à avoir utilisé l'espace d'une période, mais personne d'autre ne les connaît ou ne les a connus. Ça nous paraît un peu, ça paraît au Rav Forman quelque chose de peu probable. Et donc, il propose quelque chose alors, c'est pas selon Rachi, c'est selon d'autres commentateurs. Mais il propose une lecture très intéressante. Il propose la lecture suivante. Il veut proposer qu'en fait, les doudaïm, c'est ce fameux, je suppose que comme une bonne grand-mère que vous êtes, vous avez à votre frigo un dessin, ou vous avez eu, en tout cas, c'est sûr que vous avez eu un dessin qui n'est pas très très beau, mais qui a été dessiné par un petit fils ou par une petite fille. C'est toujours les plus beaux. Voilà, c'est toujours. Et il y en a toujours. Mais désolé de vous décevoir, et je suis sûr que vous serez d'accord avec moi, c'est pas toujours les plus beaux dessins. Si, Mais si. pourtant. Mais on y voit avec le cœur, donc c'est les plus beaux. Exactement, exactement. Le Rav Forman, il propose qu'en fait, ces doudaïm, c'est ce petit bouquet de fleurs de pissenlit, pas très belles fleurs, mais qui ont été cueillies avec amour par un fils aimant. Et c'est pas un beau bouquet, mais il est rempli d'amour, donc du coup, il fait plaisir. Il y a très longtemps, il y avait un duo de chanteurs qui s'appelait les Doudaïm. Ah ouais? Ah, je connais pas. Tout au début d'Eretz Israël. Tout Ah au ouais? début du nouvel État, en tout cas. Du nouvel état. Eh bien, tant mieux. Très bien. Eh ben, en tout cas, les doudaïm, donc il propose que ces doudaïm, en fin de compte, c'est ce petit bouquet de fleurs de pissenlit ou
ou de marguerite, ouais, cueillie par un enfant aimant. Et la mère, elle est toute fière, en fin de compte, elle va l'arborer très fièrement, le mettre dans un beau vase, même si en fin de compte, c'est pas le plus beau des bouquets, mais elle va le voir comme étant le plus beau des bouquets. Et il aura Forman de proposer, en fait, que Rachel, elle souffrait beaucoup de ne pas avoir toutes ces petites babioles, entre guillemets, toutes ces petites marques d'une vie enfantine aimante. Et donc, elle vient voir Léa et elle demande à sa sœur, ma sœur, tu serais d'accord de me donner ce bouquet de fleurs, que je puisse avoir une vie remplie d'amour chez moi à la maison, qui ait une preuve de vie et qui ne soit pas trop aseptisée. Et là, Léa qui va lui dire, ah, non, 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 ma chérie, écoute, on a fait le partage des tâches. Je suis la mère et je souffre de ne pas être la femme. Toi, tu es la femme. Tu ne peux pas être la mère. Tu ne peux pas danser. Tu ne peux pas avoir le mari et la chance d'avoir les enfants. Moi, je pleure de ne pas avoir un mari assez présent, mais je me console avec ce genre de petit bouquet, avec la présence des enfants. Mais toi, tu as la présence du mari. Tu voudrais en plus avoir la satisfaction d'avoir la présence, entre guillemets, des enfants. C'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, en fin de compte, c'est pas ça qu'elle lui dit pas, je t'ai volé, parce que c'est sûr que c'est Léa qui a volé Yaakov à Rachel lors du début du mariage. Mais elle lui dit, en fin de compte, non, on a fait un accord tacite où on se partageait les tâches. Toi, Rachel, tu es la femme, tu as un mari, et moi, j'ai des enfants. Et j'ai fait le deuil de mon mari. Et toi, maintenant, tu ne peux pas avoir les deux. Et c'est comme ça que Rav Forman, il explique un petit peu cette paracha. Et ici, on va voir que, en fait, très souvent, on oublie de regarder midi à sa porte, comme on dit. On oublie d'être objectif dans notre réflexion, dans notre mode de fonctionnement. On oublie ça. Et on oublie de comprendre que parfois, on est dans son monde, et dans son monde, eh ben, on voit des choses, on imagine des choses, mais que les personnes qui sont autour de nous et qui ne vivent pas à l'unisson avec notre mode de fonctionnement ou notre idée, eh ben, ils ne sont pas forcément, ils sont pas forcément d'accord avec nous. Et ça, on le voit dans la paracha qu'on a lue Shabbat aussi. Il y a marqué dans Rashi, au tout début de la paracha, il y a marqué que Yaakov, il envoie un message à son frère Esav. Et il lui dit, Im Lavan Garti, j'ai vécu avec Lavan. J'ai vécu avec Lavan. Et Rashi nous dit, Garti, j'ai vécu, c'est la même valeur numérique que le mot Tariag, Tariag 613. Et donc, selon Rashi, Yaakov enverrait le message suivant à son frère Esav. Il lui dit, sache Esav, que j'ai accompli les 613 mitzvot chez Lavan. Et donc, du coup, je n'ai absolument pas peur de toi. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce que Esav, il en a à faire du fait que Yaakov a accompli les 613 mitzvot? A priori, on a l'impression que Esav a envie d'anéantir Yaakov. Il vient avec 400 hommes, lourdement armés. Qu'est-ce que c'est censé lui faire quoi d'entendre? C'est comme si on allait voir nos ennemis allemands pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'on leur dit attention, hein, nous sommes des grands tzadikim, hein, nous avons fait les 613 mitzvot, donc attention, hein. Qu'est-ce que ça peut bien leur faire? Qu'est-ce que Yaakov il veut transmettre comme message dans cette fila? Et là, les Chachamim nous expliquent qu'en fait, Yaakov, il ne parlait pas à Esav, il parlait à Hachem. Et qu'est-ce qu'il disait à Hachem? Il lui disait la chose suivante. Parfois, on peut avoir des angoisses de est-ce que on est méritant? Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut aspirer à des grandes choses? Est-ce qu'on peut espérer à des choses, à des grandes choses?
Et il faut savoir que si par hasard, on est dans le droit chemin, si on est dans l'objectivité, objectivement dans le droit chemin, il ne peut rien nous arriver de mal. Et on raconte plusieurs histoires. Je racontais ça Motsei Shabbat, je racontais ça à Motsei Shabbat, qu'un jour, c'est un monsieur qui tape à la porte en folie de Rav Moshe Feinstein. Rav Moshe Feinstein, c'est un Rav qui est décédé il y a une quarantaine d'années, qui a vécu aux États-Unis. C'était un Rav incroyablement connu, qui a fait des psakim, qui a sorti des règles qui ont été acceptées et reçues par le monde entier. Et ce Rav, qui habitait donc aux États-Unis, il reçoit quelqu'un qui tape à la porte en folie comme ça. Il dit Rav, il faut prier pour le fils de Yaakov, votre voisin, le fils là, qui s'appelle Avrim, il faut prier pour lui. Alors le Rav lui dit qu'est-ce qui s'est passé? Il dit j'étais en bas, j'ai même pas voulu voir, j'ai vu que vous étiez là, je suis monté vite pour vous demander de prier. Il dit il a fait tomber sa balle sur la route, j'ai entendu une voiture qui a freiné, Hachem Ishmor, je crois qu'il a été écrasé, Rav, il faut prier pour lui. Et Rav Moshe Feinstein, il lui dit non, t'inquiète pas, il ne s'est rien passé. Il dit mais Rav, vous n'avez rien vu? Il dit je sais qu'il ne s'est rien passé. Il dit mais d'où tu sais, Rav? Viens, on va voir par la fenêtre. Ils vont voir par la fenêtre. Eh bien, maître, l'enfant a été évité par la voiture. La voiture, elle a connu notre voiture, mais Baruch Hashem, l'enfant était en bonne santé. Et le Rav, il dit je t'explique d'où que j'étais sûr qu'il était arrivé. Il dit je t'ai en train d'étudier la Torah. En bas de ma fenêtre, tu veux qu'il arrive quoi que ce soit? En bas de ma fenêtre, pendant que j'étudie la Torah, tu veux qu'il arrive quoi que ce soit? C'est évident que non. C'est sûr que non, il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a pas à avoir peur. On raconte aussi que le Rav Israël Salanter, le Rav Israël Salanter, il était venu à Paris. Il avait fait un voyage à Paris pour essayer d'aider cette communauté qui essayait de se prendre en main, des rabbinim qui n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur le rôle, etc. Donc, il est venu faire un peu d'ordre à Paris et essayer d'aider les communautés à évoluer. Et donc, il était resté un certain temps. Et quelqu'un il avait demandé une indépendance totale. Donc, il voulait absolument vivre dans un endroit seul. Et donc, on lui avait prêté une chambre de bonne à un certain étage d'un immeuble parisien. Et à un moment, il a été retrouvé sans connaissance, la tête écrasée par terre. Il était tombé dans les escaliers. Et pendant 2 jours, il avait perdu connaissance. Il était dans un coma artificiel. C'était vraiment... Après 2 jours, il le réveille. Il n'avait aucun séquelle. Tout était parfait. Et son élève, il était venu le voir. Dès qu'il avait entendu la nouvelle. Et il dit à son élève, le Rav Israël Salanter, il dit à son élève, tu sais, à aucun moment, au moment où j'étais commencé à dégringoler, je savais qu'il ne m'arriverait rien. Il dit, mais Rav, d'où tu peux savoir? Tu tombes dans les escaliers et la tête la première, il peut tout arriver, tu peux jamais te relever. Et là, tu te relèves comme si de rien n'était. Il dit, je savais. Je suis venu à Paris, pas pour visiter la Tour Eiffel. Je suis venu à Paris pour aider la communauté juive à se prendre en main. Qu'est-ce qui pouvait bien m'arriver? Il ne pouvait rien m'arriver, c'est une certitude. Et là, les Chachamim, ils vont nous expliquer que c'est exactement ça que Yaakov, il dit à Esav, en fin de compte, mais il se le dit à lui-même. Il dit, j'ai été chez Lavan, sous l'ordre de mon père. J'ai été intraitable dans le business que j'ai mené avec Lavan. J'ai accompli les 613 mitzvot, même si les personnes autour de moi, c'était tous des personnes qui cherchaient à faire du mal. Je suis un homme qui réellement a accompli les 613 mitzvot. Qu'est-ce qui peut bien m'arriver? C'est évident qu'il ne m'arrivera rien. Alors oui, il avait peur, c'est vrai. Pourquoi? Peut-être qu'il avait fait des avérotes aussi. Et que ces avérotes allaient faire en sorte qu'il n'allait peut-être pas réussir à avoir
à sauver tout le monde. Et que l'essentiel, c'est qu'il devait avoir des rescapés, parce que Hachem lui avait promis qu'il n'aurait pas de mal et qu'il allait avoir une descendance. Il lui faut des rescapés. Mais est-ce que tout le monde allait être sauvé? Il avait un peu peur de ça, parce que peut-être qu'il avait fait un petit peu d'avérote, mais dans l'absolu, il parlait à Hachem, il lui disait à Hachem, je sais que tu me le dois, entre guillemets. Tu me dois que tout se passe bien. On voit que Béhémet, lorsqu'on est bien intentionné, lorsqu'on est dans le droit chemin, lorsqu'on est bien intentionné, lorsqu'on essaie de faire les choses bien, il ne peut rien nous arriver. Alors bien entendu, on n'a pas le droit pour cela de se mettre en danger, c'est assourd, c'est interdit. Mais dans l'absolu, on a le droit d'aspirer au meilleur sous prétexte qu'on est dans le droit chemin. Et ça, ce message, on le découvre, et c'est pour ça que je disais, qu'on lit que cette vie de Yaakov, avec l'histoire de Rachel et Léa, qui toutes les deux, en fin de compte, ont décidé de se partager la vie. L'une a décidé d'être la mère du peuple juif. L'autre a décidé d'être la compagne du plus grand des trois patriarches. Et ça veut dire quoi? Être la compagne du plus grand des patriarches, ça veut dire l'accompagner dans tous ses projets. Ça veut dire porter ses projets. Bien sûr, l'aider aussi dans son rôle de père, si jamais elle peut aider, mais dans l'absolu, c'est l'accompagner dans ses projets personnels. Léa, c'est la mère du peuple juif, la mère de ses enfants. En fin de compte, même Rachel va devenir mais à ce moment-là, chacune était dans son droit. Chacune était dans son droit parce que chacune apportait leur pierre à l'édifice d'une certaine manière. Et on a Yaakov qui lui aussi, il était dans son droit. Il se sentait bien en disant, moi, j'ai accompli les mitzvot, donc il ne m'arrivera rien. Comme ce Rav Moshe Feinstein qui disait, ne peut rien arriver en bas de chez moi quand j'étudie la Torah. Comme ce Rav Israël Salanter qui dit, il ne peut rien m'arriver quand je suis venu à Paris pour essayer d'aider le peuple juif. On peut se dire, il ne peut rien nous arriver. Et bien, cette notion-là, ce sont les Maccabim, ils l'ont découvert et ils l'ont ressenti de manière très forte. Où ils se sont dit, ils ont dû être poussés par, malheureusement, ils ont traîné avant de le comprendre, mais ils ont dû être poussés par cette femme incroyable, cette femme incroyable qui s'appelait Yehudit, qui en avait marre qu'il y ait ce droit de cuissage, comme vous le savez sûrement. Il y a cette idée-là qu'à l'époque, il y avait donc le gouverneur qui voulait avoir le droit de cuissage, qui voulait avoir une relation avec toutes les jeunes filles la veille de leur mariage. Et Yehudit, qui s'était donc introduit et qui avait coupé la tête de ce gouverneur. Et elle emmène cette tête à ses frères et à ses cousins, en leur disant, lorsqu'on sait qu'on est animé de bonne volonté, et bien Kadosh Baruch Hu nous ouvre des portes. Et on arrive à faire des choses que jamais on n'aurait pu croire qu'on allait réussir. Qui aurait cru qu'une jeune femme comme Yehudit allait réussir à couper la tête de l'homme le plus fort et le plus puissant de la ville? Qui aurait cru? Avec un peu de ruse, un peu d'intelligence et surtout beaucoup de bonne volonté et être bien intentionné et vouloir faire ça les Shem Shamaïm par amour pour Hachem, et ben on arrive à faire des choses incroyables. Les Maccabim, animés, renforcés dans leurs convictions, ils ont été capables de s'attaquer à beaucoup plus fort qu'eux. Et ils l'ont fait, et ils ont réussi. Ils ont réussi à s'attaquer à beaucoup plus fort qu'eux. Ils ont donc attaqué la Grèce. Mais la Grèce antique, elle cherchait pas, comme on le sait, elle ne cherchait pas à nous tuer physiquement. Elle cherchait à nous convertir. Elle cherchait à nous enlever notre religion. Et à nouveau, voilà. Donc les Maccabim, ils ont compris. Pendant un certain temps avant que Yehudit réussisse à les convaincre, ils s'étaient dit, tiens, l'essentiel c'est qu'on est tranquille et qu'on arrive à agir. De temps en temps, il faut un petit peu se battre contre les Maccabim. C'est pas grave, on accepte, c'est la vie. C'est la vie de la galoute, c'est comme ça la galoute. Des fois, il faut faire des concessions. Et Yehudit, elle leur a dit non, on ne peut pas faire des concessions et on va avoir gain de cause. Et ils se sont battus. Et puis maintenant, on voit que du coup, ils ont appris la leçon.
Et quelle leçon? Alors, il y a le rabbi Nachman de Breslev, il dit quelque chose d'intéressant. Il fait remarquer que Yaakov Avinu, il a décidé de partager son camp en deux. Son camp en deux. Et il a dit, Im yavo la machane achat veikau, ve'aya machane nishar nifleta. Et si un des camps est attaqué, alors le deuxième sera rescapé et on va pouvoir. Mais je ne comprends pas. Tu sacrifies une partie de ton camp? Tu es prêt à sacrifier? Peut-être que tu aurais dû te dire, Yaakov, c'est où on est tous rescapés, ou on meurt tous. Mais je ne veux pas qu'il y ait des rescapés qui vivent en sachant qu'il y a eu des morts. Ce serait catastrophique. Est-ce que c'est réellement un calcul? Et là, le Rabbi Nachman de Breslev, il nous dit, de là, on doit apprendre quelque chose de très grand. Très souvent, par souci de perfectionnisme, on a des envies de ne pas faire les choses. Pourquoi? Parce qu'on se dit, non, je ne vais jamais y arriver. Je ne vais pas réussir à le faire parfaitement. Alors viens, je ne le fais pas du tout. Tiens, je vais arriver en retard à la tfila. Alors viens, j'y vais pas du tout. Ou tiens, je ne vais pas réussir à faire avec Kavana la tfila parce que je vais arriver en retard. Alors bon, je ne fais rien du tout, on n'en parle plus. Le perfectionnisme, parfois, il nous pousse à ne rien faire. Et ça, c'est une catastrophe. Faire un petit peu, c'est ça, et Yaakov, il nous l'a appris, c'est une catastrophe. Parce que par perfectionnisme, on aurait pu dire, regarde, j'ai envie qu'on soit tous sauvés. Alors du coup, on reste tous ensemble. Et là, Yaakov, il a dit, non, on ne reste pas tous ensemble. Au pire, on se sépare. En se séparant, même si on aura la moitié de notre peuple qui reste vivant, c'est toujours ça de gagner. On n'a pas la perfection, mais on a une demi-perfection, c'est déjà magnifique. Et là, les Chachamim, ils nous disent que c'est exactement ça qu'on doit retenir de Hanouka. Le Beth Alevi, par exemple, il nous explique, il nous demande, Bémet, on sait qu'il y a une manière d'allumer les bougies de Hanouka. On l'a dû sûrement, c'est quelque chose de connu, il y a 3 manières. Une manière simple, c'est d'allumer une bougie par maison. Une manière méhadrine, c'est-à-dire un peu mieux, c'est d'allumer une bougie par personne. Et une manière top du top, le mieux du mieux, c'est qu'on allume, comme on a l'habitude de faire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, comme Beth Hillel. Les Beth Shammai, ils pensent 8, 7, 6, 5, 4, 2. Mais il y a une discussion entre les Ashkenazim et les Sfaradim pour savoir est-ce qu'il faut allumer une Hanoukia par personne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou est-ce qu'il faut allumer une Hanoukia par maison, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les Sfaradim, ils font une seule par maison, les Ashkenazim, ils font une seule par personne. Le Beth Alevi, il demande, tiens, on sait que pour chaque mitzvah de la Torah, il y a plusieurs niveaux de la mitzvah. Il y a la mitzvah simple et il y a la mitzvah top. Pourtant, la Gemara, elle ne s'est jamais pris la tête à savoir comment faire la mitzvah top. Elle a toujours laissé libre cours à la réflexion de l'être humain. Et que l'être humain, il va réfléchir, il va savoir, tiens, comment est-ce que je peux faire la mitzvah au top du top? Et en fonction de sa réflexion, il va arriver à la conclusion. Mais jamais la Gemara, elle a eu besoin de l'écrire de manière explicite. Pourquoi là, on voit que la Gemara, elle a cru bon d'écrire de manière explicite comment accomplir la mitzvah de manière top du top. Pourquoi était-il nécessaire de l'écrire? Et là, les Chachamim, le Beth Alevi donne une réponse incroyable. Il vient nous dire, il y a une question qui se pose. À une époque, ils avaient une gestion, ils savaient comment est-ce que l'huile, ça fonctionnait. Et ils savaient que si par hasard, tu mettais une petite mèche, eh ben, l'huile, elle se consumait plus doucement. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas mettre une toute petite mèche avec l'huile qu'ils avaient trouvée et avoir des bougies qui seraient restées allumées pendant 8 jours? Le Beth Alevi nous dit sûrement que oui. Si on avait fait des mèches plus fines que d'habitude, on aurait eu sans aucun problème, on aurait pu allumer les bougies pendant 8 jours, pendant Hanouka. Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de faire une mèche aussi grosse que d'habitude pour allumer a priori que 24 heures, et on a eu un miracle de 8 jours? Et là, le Beth Alevi, il explique
qu'en fait, ils avaient bien compris. C'était une nouveauté. Ils avaient bien compris, les Maccabim, qu'en fin de compte, lorsque on se donne corps et âme pour une mission, il ne peut rien nous arriver de mal. Ils l'avaient compris. Ils ont pris du temps avant de le comprendre. Mais grâce à Yudit, ils l'avaient compris. Il ne peut rien nous arriver de mal. Et donc, quoi? On va faire une demi-mitzvah, un huitième de mitzvah. L'essence même de la mitzvah de Hanouka, c'est ce flambeau qui s'appelle, lorsqu'on est bien intentionné, lorsqu'on fait les mitzvot convenablement, il ne peut rien nous arriver de mal. Rien nous arriver de mal. Il y a aussi quand même le principe que, qu'on ne doit pas douter que demain sera aussi bien. Ça veut dire qu'il ne faut pas se poser des questions sur le lendemain. Tu vis maintenant et vis pleinement maintenant. C'est vrai. Demain, tu vivras ton demain, quoi. Ça veut dire. Bien entendu, bien entendu. Mais là, la question, elle était, est-ce que peut-être qu'il faudrait, peut-être, ça veut dire pourquoi essayer d'attendre un S? Ici, la problématique a été, pourquoi est-ce qu'ils ont attendu un S en allumant cette bougie avec une mèche aussi grosse? Pardon? Je ne sais pas si c'est un S. Je pense que c'est de la Emouna. Techniquement, la bougie était censée s'éteindre après 24 heures. Oui, mais bon. Alors, qu'est-ce qui leur a pris? Pourquoi ils n'ont pas allumé différemment pour s'assurer de pouvoir allumer pendant 8 jours? Je pense pas. Un peu moins. Mais non, c'est pas possible parce qu'ils ne pouvaient pas savoir que ça allait durer 8 jours. Non, on est d'accord. La première année, donc c'est impossible. C'est vrai. Non. La question, elle est s'ils avaient mis une mèche 8 fois moins grande. Ils savaient qu'il leur fallait 8 jours pour faire de l'huile cachère. Très bien. Donc maintenant, s'ils avaient fait une mèche 8 fois moins grande que d'habitude, a priori, selon toute vraisemblance, ils auraient eu une menorah éclairée pendant 8 jours, de manière moins belle et moins forte. Ça veut dire que l'homme, il aurait pris le dessus sur la nature. Alors, il aurait pris le dessus sur, comment dire, c'est comme si l'homme prenait toute la connaissance, c'est-à-dire, je sais de manière absolue qu'il me faut 8 jours pour faire de l'huile. Ça, il le savait. Oui et non, parce que quelque part peut-être que je ne sais pas, soit les olives étaient différentes, soit. D'ailleurs, c'est même très étonnant parce que Hanouka, c'est en hiver, il n'y a pas d'olives. C'est surprenant tout ça. C'était ça l'idée. Il leur fallait 8 jours pour trouver les olives, les travailler, avoir de l'huile, etc. Mais a priori, ils savaient qu'après 8 jours, ils allaient en trouver. Donc, du coup, mais ils étaient embêtés, ils avaient de l'huile que pour un jour. Mais le Beth Alevi, il nous dit, mais il y avait peut-être la possibilité, justement, d'éclairer de manière moins forte, afin de pouvoir allumer pendant 8 jours. C'est peut-être ce qui a été fait, on ne sait pas. Où est-ce qu'on a des témoignages de ça? La Gemara, elle nous dit que, a priori. Oui, la Gemara, c'est après. Bon, c'est pas si loin, c'est pas si longtemps après, mais a priori, alors non, à ce moment-là, il y aurait pas de miracle. Si en fin de compte, c'est pas un miracle. Si en fin de compte, on met une toute petite mèche et qu'elle est censée tenir 24 heures, c'est normal. Et que du coup, on a tenu ce qui était censé durer 24 heures avec une mèche, on a partagé la mèche en 8, on a fait 8 fois moins grande et elle a tenu 8 jours. Il y a plus de miracle. On n'aurait pas commémoré un miracle. Là, si on commémore un miracle, c'est parce qu'ils ont décidé de faire la mèche habituelle et que donc, a priori, après 24 heures, ça devait être éteint. Et du coup, ça a duré 8 jours. Mais qu'est-ce qui leur a pris de vouloir allumer la mitzvah, de vouloir allumer la Hanoukia de la manière la plus parfaite possible avec des mèches grosses? Ils auraient peut-être pu rapetissir, rendre plus petites les mèches afin de pouvoir allumer. Et le Beth Alevi nous dit, c'est parce qu'en fin de compte, ils avaient bien compris qu'il ne peut rien arriver quand on fait les choses bien. Quand on est bien intentionné, quand on fait bien les choses, quand on est à fond dans notre mitzvah, etc., il ne peut rien nous arriver de mal.
Et donc, c'est la raison pour laquelle nous aussi, pour la mitzvah de Hanouka, il nous dit le Beth Alevi, pour la mitzvah de Hanouka, on veut impérativement faire cette mitzvah, hein, pas juste comme il faut la faire, mais c'est là-bas qu'on veut absolument présenter la mitzvah de la meilleure des manières. Parce que ce qu'on doit retenir de Hanouka, c'est que, et c'est pour ça que c'est cette lumière que vous disiez avant le cours, vous disiez bientôt on va mettre la lumière dans nos maisons. C'est cette fête de Hanouka, en fin de compte, c'est cette lumière qui nous éclaire tout l'exil. Tout l'exil qu'on est en train de vivre depuis malheureusement assez longtemps, tout cet exil-là, il est éclairé par cette idée que lorsque un homme il est bien intentionné, lorsqu'un homme fonctionne bien, eh ben, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, quelle que soit la période, quels que soient les oppresseurs, quelles que soient les nations oppressantes, etc., quoi qu'il arrive, il ne peut rien lui arriver de mal tant qu'il est bien intentionné. Il ne peut rien arriver de mal tant qu'on est bien intentionné. Alors oui, il y a eu des périodes dans l'histoire où on était bien intentionné, mais ça reste quand même qu'il ne peut rien arriver de mal. Et donc, cette période-là, entre Yaakov, entre Rachel et Léa, qui en fin de compte, Rachel et Léa, chacune a essayé de comprendre que peut-être qu'ils pouvaient, que chacun, étant donné qu'ils étaient bien intentionnés, ben, ils n'étaient pas obligés de rester chacune dans leur rôle, mais qu'ils pouvaient interchanger leur rôle. Et donc, Léa va décider de donner un petit morceau de son bouquet à Rachel. Rachel va donner son mari pleinement pour cette nuit avec Léa. Et donc, en fin de compte, on ne reste pas dans notre rôle parce qu'on est bien intentionné, mais on est capable de faire des efforts, de sortir de notre rôle de prédilection pour aller vers l'autre, pour faire les choses mieux. Ou alors, comme Yaakov qui à nouveau va chez Esav, mais il se sent fort et il sait que rien ne lui arrivera sous prétexte qu'il a fait les 613 mitzvot. Et d'un autre côté, la seule peur qu'il a, c'est peut-être ne pas réussir à avoir la perfection. Mais il se dit, ben, je ne veux pas la perfection, s'il faut que je survive, même sans la perfection, ben, c'est pas grave, je survivrai même sans la perfection. L'essentiel, c'est de faire. C'est de faire un petit peu, ou l'essentiel, c'est de ne pas avoir peur d'agir, mais d'agir systématiquement. Ces Maccabim, ici aussi, c'est ça qu'ils nous transmettent comme message. Les Maccabim, ils nous transmettent comme message qu'en fin de compte, quand on fait les choses, il faut les faire au top du top, il faut les faire le mieux qu'on peut. Et lorsqu'on les fait le mieux possible, là, d'un coup, on a de l'aide d'Hachem qui nous vient. Yehudit, qui aurait pu croire que c'est elle qui allait réussir à couper la tête de ce gouverneur, ben c'est elle qui a réussi. Les Maccabim, ils ont décidé de s'attaquer à la plus grande puissance, ils ont réussi. Et à ce moment-là, quand ils vont allumer les Hanoukia, la menorah, ils vont se dire on ne va pas allumer la menorah en se disant qu'on fait ce qu'on peut. Non, non, on allume avec le hidour, avec le plus grand respect, avec le maximum de hidour, de bonnes actions et de manière belle de faire la mitzvah. Et on sait qu'il ne peut rien nous arriver de mal. Voilà cette idée de lumière qui vient éclairer notre galoute et qui vient éclairer notre futur en nous disant que plus l'homme il est bien intentionné, plus l'homme il agit de manière positive et forte, et moins il a de chances d'être, et plus il aura de chances, en tout cas, peut-être pas plus il aura de chances d'avoir la réussite, d'avoir la paix, d'avoir la bracha et de voir toutes ces actions bénies et réussies. Voilà, c'est... Amen, Hudson. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup à toi et d'avoir consacré ce temps. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Okay. Allez, une bonne journée. Au revoir. Au revoir.